Après cette promenade de tableau en tableau du Caravage, au gré des mots de John Berger et de la belle voix de sa traductrice Isis von Plateau, quoi de mieux qu'un portrait en clair-obscur des traducteurs? Deux regards experts sur les ombres et les lumières de la profession. C'est ce que la présidente de l'ATLF, Paola Apellus, et Olivia Guillon, maître de conférences en économie à l'Université de la Sorbonne et spécialiste du secteur de la culture, vous proposeront d'esquisser quelques minutes après ce direct. Voilà, alors Paola Apellus et Olivia Guillon nous parleront notamment de deux enquêtes qui ont été menées auprès des adhérents de l'ATLF. Deux enquêtes sur la situation socio-économique des traducteurs et des traductrices. La première en 2019, juste avant la crise sanitaire, et la seconde cet été, après le confinement. Alors, traducteurs d'aujourd'hui et traducteurs de demain, où en sommes-nous en France? Comment vivent-ils de leur travail? Dans quelles conditions et pour quel avenir? Pour en parler, nous allons faire place à l'ATLF. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce jour sur TV Atlas. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée qui n'est pas finie. On me dit dans l'oreillette, je crois que c'est notre correspondante USA Paris 13e, que la Pennsylvanie et le Nevada ont basculé en faveur des démocrates. Malgré tout, le programme Atlas continue ce soir sur notre SoundCloud Radio Atlas. À partir de 21h, vous pourrez vous délecter des levées d'encre, un bouquet de lecture de textes rassemblés tout autour de la Méditerranée par 10 membres de l'équipage qui ont travaillé depuis 9 mois à la constitution de ce florilège. Ils ont d'abord lu chacun au moins 20 textes, avec pour boussole le titre de ces 37e assises de la traduction littéraire, puis ont progressivement resserré la sélection. Ils se sont réunis en comité éditorial et ont choisi un texte pour chacun, dont ils ont tiré un extrait qui sera lu ce soir. L'idée d'en faire une lecture scénique a dû, hélas, être abandonnée. Nous en avons donc fait des pastilles sonores. Chacun a été enregistré dans son lieu de confinement, en duplex mondial. Voilà, alors quel est le résultat de cette sélection, de ce semis? Le florilège récolté révèle un paysage composite, formé de textes inclassables, autofiction entretissée de photos, littérature du réel, roman biographique hybride, essais philosophiques, bande dessinée d'anticipation, tout cela compose un tableau de l'imaginaire méditerranéen d'aujourd'hui. Alors, d'ici demain, vous allez nous manquer. Et si d'ici là, le temps vous paraît long à vous aussi, nous pouvons, pour terminer cette journée, vous recommander quelques scènes lectures glanées ici et là dans cette bibliothèque. Margot. Alors, je commence. Ce formidable livre de Michael Despaloles, traduit par François-Michel Durazzo aux éditions Zulma, qui va se marier parfaitement avec le nouveau bouquet du soir. Traduit du catalan, donc extraordinaire volume qui m'a absolument enchantée. Peut-être à vous? Oui, alors j'ai parcouru le rayon des utilitaires pour les traducteurs. J'y ai trouvé un dictionnaire des mots caresses. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les Cyrano en herbe. J'imagine que ça peut peut-être servir à composer quelques lettres d'amour bien senties. Formidable. Écoutez, moi j'ai aussi ceci à vous proposer, L'Argot des musiciens, dont la couverture splendide m'a vraiment attiré l'œil. Donc je pense que vraiment là on peut en tirer des choses très très intéressantes. Voilà, alors dans le registre aussi des mots singuliers, j'ai trouvé un titre qui m'a intrigué. C'est un livre de Jean-Paul Collin qui s'appelle Clafoutis, Gourgandine et Villebrequin, les mots des provinces de France. Voilà. Et puis il y a un sous-titre un peu plus large avec patatras, casseroles, baragouins, etc. Peut-être que vous pourriez montrer la couverture. Je peux montrer la couverture. Merci ma chère consoeur pour votre professionnalisme. Un dictionnaire de San Antonio pour les avertis, pour les fans. Ça aussi, ça vous promet de très longues soirées de réjouissance. Dans un registre beaucoup plus sérieux, un dictionnaire des belgicismes. Très utile. Et j'enchaînerai de ce pas sur le dictionnaire des mots suisses de la langue française. Une spéciale dédicace à nos amis suisses qui nous regardent sur TV Atlas.
Voilà. Et enfin, je voudrais donner un dernier conseil pour les insomniaques, pour ceux qui vraiment sont à la recherche d'un livre qui leur fera franchir une longue nuit du soir au matin. J'ai trouvé le dictionnaire technique du pétrole, bilingue, Dictionary of Petroleum Technology. Voilà, c'est un ouvrage de référence qui, je pense, est très, très important. C'est une publication de l'Institut français du pétrole. Et je vous en recommande vivement la lecture si vous n'arrivez pas à dormir. Merci beaucoup. Rendez-vous donc à 21h sur Radio Atlas, puis nous nous retrouverons sur ce même plateau, toujours aussi fleuri, aussi garni, demain matin à 10h, pour une présentation de la journée de dimanche. Et donc ce plateau que vous avez, j'imagine, apprécié, qui est d'une fertilité remarquable, je dois dire. C'est un véritable Tchernozion. Tout pousse ici, apparemment. Et on est très heureux de savoir qu'une majorité d'entre vous apprécie cela. Je ne sais pas si nous serons encore visibles demain. Peut-être qu'il faudra élaguer un peu. On verra. Mais merci pour vos commentaires. En tout cas, c'était très, très enrichissant. Voilà. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Et à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Jörn. Bonjour Anne-Sylvie. Bonjour Michel. Bienvenue pour cette dernière journée de nos 37e assises. Nous reprenons l'antenne au cœur de notre bosquet fleuri pour vous présenter les 2 séquences de notre programme du jour. Pour commencer ce matin, retour aux bulles avec Marc Voline et le 2e volet de notre diptyque consacré aux Underground Comics. Underground Comics, dont ne font pas partie les planches de George Herriman, dont Marc Voline nous parlera ce matin, mais dont il est en quelque sorte l'ancêtre, en tout cas un ancêtre revendiqué par Robert Crumb, Gilbert Shelton et ses consorts. Je ne sais pas qui a écrit cette phrase avec ces 3 dons, mais c'est n'importe quoi. Oui, en effet, Nikos, c'est absolument n'importe quoi. Marc Voline va donc nous raconter cette histoire, et nous allons remonter la pelote avec lui, la pelote underground, vers les tribulations de Crazy Cat, une bande dessinée qui s'est développée dans la presse américaine durant la première moitié du XXe siècle. D'abord en pied de page, sous la forme d'un comic strip en noir et blanc, puis en pleine page, le dimanche et en couleur. En route donc vers les tribulations d'un chat amoureux d'une souris qui déteste le chat et lui balance une brique, d'une brique que le chat prend pour une preuve d'amour, et d'un chien policier qui essaye de mettre de l'ordre dans tout ça. 4 personnages inscrits dans le décor somptueux du Colorado, que vous pouvez apercevoir ici sur la couverture de la merveilleuse intégrale entreprise par les éditions Les Rêveurs, et dont 4 volumes sont parus dans la traduction de Marc Voline. Puis nous poursuivrons le retour au classique de la bande dessinée, Back to Basics. Voilà, tout d'abord avec un atelier de traduction vers l'allemand de La fille de Vercingétorix, un des récents albums des aventures du petit Gaulois, avec son traducteur attitré, qui est également traducteur de Lucky Luke, s'il vous plaît. J'ai nommé Klaus Jöken le plus arverne des traducteurs Go. Et parallèlement, Géraldine Houdin nous entraînera vers des contrées plus lointaines. Nous irons à Néo-Venise avec la traduction d'extraits de Aria, série de mangas de Amano Kozue. Mais avant cela, la parole est à Marc Voline. Marc Voline au micro de Marie-Madeleine Rigopoulos. Retour au direct. Et avant de rendre l'antenne et de vous laisser rejoindre les 2 ateliers de traduction depuis le japonais avec Géraldine Houdin et vers l'allemand avec Klaus Jöken, qui sont comme d'habitude complets. Et si vous nous rejoignez et que vous ne vous êtes inscrit dans aucun atelier, et si vous regrettez cette situation, sachez qu'il reste quelques places pour l'atelier d'arabe de cet après-midi, y compris pour les non-arabisants. Un mot-à-mot sera fourni à l'entrée. Merci Marie-Frédérique. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la suite et la fin de notre feuilleton Ut Pictura Poesis à partir de 14h30 cet après-midi, puis pour notre séquence finale intitulée Aux frontières de l'impossible. Bienvenue pour cette dernière après-midi de nos premières et nous l'espérons aussi dernières assises en ligne pour un 4e et dernier épisode du grand feuilleton Ut Pictura Poesis.
Après avoir assisté avec Pierre Judet de Lacombe et les Grecs antiques à la lutte entre les peintres et les poètes, sous le regard goguenard des philosophes, après avoir parcouru les marges des codex médiévaux où se côtoyaient et jouaient du coup de les enluminures et les illustrations, tout cela avec Nathalie Coble, après avoir assisté au contresens volontaire et en quelque sorte politique des artistes de la Renaissance dans la traduction d'Ut Pictura Poesis, nous allons entreprendre un dernier saut dans le temps avec Marc Delaunay. Oui, alors, repartant du Quattrocento italien avec Alberti et Mantegna, il embrasse une très large période, jusqu'à Malevich, pour nous parler de ce qui change dans le rapport à la représentation, de ce que l'on attend de l'image, de la façon dont on comprend la source dont elle émane, en faisant régulièrement des parallèles avec la poésie. Avec lui, nous sommes entraînés dans une sorte de voyage en montgolfière où nous prenons de l'altitude pour nous élever au-dessus de l'histoire de l'art et, nonobstant cet auteur, nous apercevons ici et là un jalon important de cette histoire. 1515, le renversement copernicien à l'œuvre en peinture avec Del Piombo. Un peu plus loin, les débats sur le goût qui s'instaurent au XVIIIe siècle. Le plaisir esthétique qui devient central. L'attente de l'inattendu décrite par Paul Valéry. Au fond, Marc Delaunay nous décrit comment est intervenu progressivement un changement profond dans la culture et dans le rapport à la réalité objective. Et viendra ensuite la dernière séquence d'atelier de traduction Zoom que nous avons appelée « Aux frontières de l'impossible » et que nous vous présenterons juste après notre feuilleton. Mais la parole est maintenant à Marc Delaunay en conversation avec Marie-Madeleine Rigopoulos. À vous la régie. Et maintenant, chers téléspectateuristes de TV Atlas, la 5e et dernière session d'atelier de traduction. Session anglo-arabe, pourrait-on dire. Et attention, car nous rentrons dans l'enclos d'un pur sang fougueux. Les 2 ateliers d'anglais tout d'abord. L'un sera conduit par Agnès de Sarthe et propose de traduire quelques extraits de la Nutshell Library de Maurice Sendak. Je cite Agnès de Sarthe, une mini-bibliothèque complète et portative pour enfants contenant un abécédaire, un éphéméride, un livre de contes et une fable. Le défi de traduction vient du fait que tout cela est en vers et que le texte très court correspond chaque fois à une vignette illustrée. Si vous participez au second atelier d'anglais, vous serez soumis à des contraintes non moins casse-margoulettes, car Valérie Julia vous proposera d'écrire une traduction d'un documentaire sur Patrick Swayze pour préparer un voice-over. Alors Patrick Swayze, pour ceux qui auraient la curieuse idée d'avoir moins de 35 ans, est un acteur et danseur rendu célèbre par le film Dirty Dancing, qui a créé beaucoup d'émoi à la fin des années 80. Quant au voice-over, c'est un exercice très particulier où l'on enregistre par-dessus la voix en VO une voix en VF et où la contrainte est de faire en sorte que la VF commence après la VO, mais que la VO termine après la VF. Si vous n'avez rien compris, rendez-vous avec Valérie Julia. Et enfin, Julien Dufour vous proposera un autre défi impossible et vous exposera pour ce faire à l'ivresse d'un poème yéménite du début du 19e siècle. Poème qui est chanté jusqu'à nos jours à Sanaa. Défi de traduire un texte quand la réception de celui-ci suppose de la part de l'auditeur la connaissance de tout un jardin d'images transmis depuis 12 siècles. Voilà, et quant à nous, nous nous retournerons à 17h15, ici même, pour la clôture de cette édition, en direct de TV Atlas, évidemment. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers lectrices, chers traductrices, cher public des Assises, il est bientôt l'heure pour nous de vous dire au revoir. Merci à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie sur Atlas TV pour ces 37e Assises de la traduction littéraire. Atlas, premières assises, alias, premières assises en ligne, dont vous pourrez retrouver le contenu en replay sur notre site et notre chaîne YouTube, ainsi que les formats sonores sur Radio Atlas, ce soir à partir de 20h. Mon très cher confrère Yornos Cambroliagas et moi-même tenons tout d'abord à remercier très chaleureusement
L'équipe technique et artistique qui a rendu possible la création de ce plateau télévisé et de notre chaîne entièrement non câblée, TV Atlas, et avec lesquels ça a été un vrai bonheur de passer tout le week-end. Émilie Mousset-Cazalet à la régie vidéo et accessoirement à la poudre anti-luisance, Kevin Martino de caméra, le grand Guillaume Dubois à la régie son, ainsi que Christophe Guibert et Valérie Julien qui n'étaient pas là mais auxquels nous pensons, fidèles techniciens des Assises. Oui, chère Marie-Ursule, avant de vous laisser poursuivre ces nécessaires remerciements, je voudrais adresser aussi un remerciement tout particulier à Léo Pouliquin, à qui nous devons toutes nos vidéos, à part celle qui nous a été fournie par la TLF. Non seulement il a su filmer avec toute sa compétence technique les entretiens, ce qui est bien normal, mais il les a montés en un temps record, avec sensibilité, rapidité et bonne humeur. Un regret, il a voulu rajouter la musique du générique de La Soupe aux choux, du regretté Raymond Lefebvre, mais j'ai dû le frustrer car par principe, nous n'avons employé que des musiques de nos invités du festival. On est comme ça. Bon, merci donc à David Lescaut et à son big band et à Karjes Geretsen aux clarinettes qui a enregistré pour nous. Un grand merci aussi à Selçuk Demirel pour ses illustrations poétiques que vous avez pu admirer sur notre chaîne. Et merci enfin à Alexandre Planck pour les mises en onde du Grand Prix de traduction de la ville d'Arles et de Levée d'encre. Et en tant que présidente du conseil d'administration d'Atlas, je tiens particulièrement à en remercier les 11 autres membres qui programment collectivement les assises et qui toute l'année se réunissent et réfléchissent ensemble pour faire vivre notre association. J'ai nommé Agnès de Sarthe, Karine Guerre, Gilles Rosier, Julia Azaretto, Olivier Chaudançon, Élodie Dupont, Yves Gauthier, Pierre Judet de Lacombe, Nathalie Coble, Marc Delaunay et Paul Lequen. Merci aussi aux résidents du CITL pour leur aide et leur complicité précieuse ici même à Arles. Et bien sûr à tous les adhérents d'Atlas et à vous toutes et tous qui avez participé et assisté à cette édition. Et un immense merci évidemment aux intervenants qui ont anticipé le plan B avec nous et qui ont bien voulu se lancer dans l'aventure périlleuse des ateliers Zoom et qui a été, nous pouvons d'ores et déjà le dire, une franche réussite. Un clin d'œil spécial à Santiago Artoski, champion de la haute technologie et notre très cher ancien président, qui a eu la gentillesse de nous former à ce nouvel outil de travail. Nous tenons tout particulièrement aussi à remercier les institutions publiques qui nous soutiennent, sans lesquelles tout ceci, toute cette émulation autour de la traduction, tous ces contenus partagés avec vous ne seraient pas possibles. Le Centre national du livre, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ville d'Arles et la Sofia, ainsi que Manifesta, les Parallèles du Sud, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Institut français pour la belle levée d'encre que vous avez pu entendre hier soir. Et nous n'oublions pas non plus nos partenaires arlésiens qui devaient nous accueillir cette année in situ, l'association du Méjean, le Théâtre d'Arles et le Cargo de Nuit. Mais on se retrouvera tous l'année prochaine. Et puis pour terminer en beauté, je tiens personnellement à remercier du fond du cœur l'équipe d'Atlas qui a sué sang et eau d'abord pour que les assises se fassent en chair et en os, et puis en ligne avec une efficacité redoutable et une énergie exemplaire. Jörn Cambrelin, Marie Dalfalco, Lorraine Drescher, Caroline Roussel et Emmanuel Flamand. Pour leur professionnalisme, leurs bonnes idées, leur joie de vivre et de travailler ensemble, pour la communication, la coordination, les visuels, la logistique, la patience, la réactivité et tout le reste, mais la liste serait bien trop longue. Vraiment, je vous tire mon chapeau et je vous dis que c'est une très grande chance de travailler avec vous, chère équipe. Et bon, bonne nouvelle, pour ne pas se quitter trop triste ce soir, nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 novembre à 21h pour un after de ces 37e assises, qui sera une grande lecture plurilingue à suivre sur Zoom, coordonnée par Julia Azaretto, avec la participation de représentants d'associations de traductrices et de traducteurs du monde entier, et intitulée « La première chose que je peux vous dire », Florilège d'Inkipit. Et quant aux 38e assises de la traduction littéraire, ce sera l'année prochaine. Et nous pouvons d'ores et déjà vous en annoncer le thème pour une écologie de la traduction. Merci encore de nous avoir suivis. Nous rendons l'antenne et vous disons bonsoir.